Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez sûrement entendu parler de Nvidia, vous avez sûrement entendu parler d'une chute qui s'approche des marchés, vous avez sûrement entendu que le crash arrive. Il y a quelqu'un qui a commenté sur une de mes vidéos que le crash arrivait dans 12 jours. Nous sommes le 21 novembre. Inscrivez ça à vos agendas parce que ce serait drôle qu'il ait quand même raison. Donc, on va parler un petit peu de tout ça, de est-ce que je devrais investir maintenant? Est-ce que je devrais attendre? Qu'est-ce que nous disent les statistiques? Donc, je vais souvent regarder mon écran pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. C'est sûr que si vous voulez vraiment encourager le podcast, de l'écouter sur YouTube rapporte puisque je suis rendu monétisé. Si vous voulez l'écouter sur Spotify, Apple Podcast et autres plateformes, je ne fais absolument rien. Donc, c'est quand même toujours intéressant que vous l'écoutiez sur YouTube. C'est sûr qu'on ne peut pas minimiser l'écran, puis si on quitte l'écran, on doit quitter le podcast, ce que je peux comprendre. Mais quand même, petite demande si ça vous intéresse. Alors, si vous avez un bon portefeuille qui est monté, normalement, votre portefeuille devrait avoir un horizon de placement. Donc, avant même de commencer d'investir, ça, vous le savez si vous m'écoutez régulièrement, avant même de commencer à investir, je devrais avoir mon plan de match. Je veux 20% de ça, 10% de ça, 30% de ça. Bref, vous avez compris. Peu importe ce que vous mettez dedans dans votre portefeuille, vous devriez choisir, dans quel compte? Est-ce que c'est mon CELI, REER, CELIAP, RE, compte non enregistré, compte d'entreprise? Et enfin, qu'est-ce que je mets dedans? Et ce pourcentage-là devrait avoir un horizon de placement qui va avec. Pareil, vous avez acheté du ABC.to, eh bien, vous devriez vous dire, OK, j'ai acheté du ABC.to, mais cette entreprise-là, je l'ai acheté pour cette raison-là, et mon horizon de placement, c'est peut-être 3 à 5 ans, ou c'est peut-être quand il va atteindre un certain prix à la hausse, ou atteindre un certain prix à la baisse. Beaucoup improvisent, ont entendu parler de quelque chose, ils disent « OK, let's go, j'achète ». Puis là, ça chute, puis ils se disent est-ce que je dois vendre? Mais ça, j'en sais rien. Normalement, ça devrait être j'ai acheté, quand est-ce que j'achète? Ouais, quand est-ce que j'achète, je le sais. Quand est-ce que je vends? Est-ce que c'est parce que j'ai fait un bon profit qui est convenable pour moi? Ou est-ce que c'est parce que là, la perte est trop élevée, je me suis planté, je prends ma perte, comme on dit, et je passe à autre chose? Qu'est-ce que nous dit en ce moment les marchés? Donc là, vous allez voir les gros titres de journaux qui vont ressortir, puisqu'on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est une de mes expressions favorites. La peur, ça fait vendre. Une fois qu'on va voir des thumbnails, donc des images vraiment infographiques avec ma face dessus, puis en train de faire ça, puis avec en arrière-plan, c'est la bourse qui est rouge. Je le fais, Alex Demers le fait, le journal Les Affaires le fait, la presse le fait. C'est du marketing, faut attirer l'œil des gens. Ça me gosse, mais malheureusement, c'est un petit peu ça qui marche. Mais ça en est où vraiment? Donc aujourd'hui, on va passer à travers un peu les grands indices et aussi un peu un guideline de quand est-ce que, mettons, j'ai de l'argent, c'est-tu là que j'achète? Est-ce que je vends toutes mes positions et finalement, les positions que j'ai, je devrais les liquider pour attendre la crise, puis quand la crise, elle passe, j'y vais? Comment ça fonctionne? Donc, je vais vous passer à travers ça. Alors d'abord, vous avez 2 choix pour investir. On va dire 2 choix et demi. Le DCA ou le LSI. Le DCA, c'est le dollar cost averaging. C'est ce qu'on recommande. C'est-à-dire, j'ai une paye, j'investis de l'argent. J'attends pas d'accumuler un 5, 10, 15, 20 000. Non. J'ai de l'argent, je place mon argent. J'ai juste 30 $ à placer. Est-ce que j'ai une action dans mon portefeuille qui vaut 30 $ et moi, je peux l'acheter. J'en achète une. L'autre chose, c'est le LSI. C'est le lump sum investing. C'est-à-dire, j'ai ma paye, je vais attendre avant de le mettre, je vais attendre qu'il y ait un bon montant d'argent pour l'investir et, si possible, de l'investir quand il y a une chute. Là, le problème, c'est qu'on ne sait pas le début d'une tendance haussière, tout comme on ne sait pas la fin, ni d'une tendance baissière. Qu'est-ce qu'une tendance baissière? Une tendance baissière, c'est quand on vient du plus haut point, donc le sommet d'un indice, pas d'une compagnie, d'un indice, donc un indice boursier, regroupement d'entreprises qui représente donc un secteur, une économie, un pays, peu importe, mais c'est pas une entreprise ou deux, c'est un regroupement d'entreprises. Donc le S&P 500, le plus connu, 500 plus grandes entreprises américaines, je suis à moins 20% du sommet. On peut dire que la tendance est inversée, donc on est
en tendance baissière. Il y a la tendance haussière, il y a la tendance baissière et il y a la tendance de côté. C'est-à-dire qu'on fait des pics de haut en bas c'est un mouvement de côté. Donc le range, on va ni en hausse ni en baisse. Alors là, présentement, on est dans un mouvement haussier. Pour voir aussi les mouvements haussiers, il y a des indicateurs qui nous aident qu'on appelle les moyennes mobiles, qui est un très bon indicateur. Habituellement, on va regarder la moyenne 50, la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 100 ou la moyenne mobile 200. C'est quoi une moyenne mobile? J'explique dans mes programmes. On s'en sert beaucoup pour le swing trading, le trading en général. C'est que dans le fond, une moyenne mobile 50, par exemple, eh bien, c'est les 50 dernières journées, le prix de clôture des 50 dernières journées. Donc, mon prix a commencé à $20, mais il a fini à 22. Ben, c'est le prix de 22. Puis, on fait ça à chaque jour. En fait, si c'est une moyenne mobile 20, les 20 derniers jours, et on le divise par 20. Et cette moyenne-là, va venir vraiment, ça va tracer une ligne sur notre graphique. Donc, en fait, ça donne la tendance des 20 derniers jours. Moyenne mobile 20, c'est quoi la moyenne des 20 derniers jours? Moyenne mobile 200, c'est quoi les 200 derniers jours? Et non les 200 derniers jours calendrier, mais les 200 derniers jours de bourse. Où est-ce que la bourse a été ouverte? Samedi, dimanche, c'est fermé. Les fériés, c'est fermé. Donc, voilà. Et il y a ça aussi qu'on peut regarder. Est-ce que mon prix est encore au-dessus de la moyenne mobile 200? Est-ce qu'il est au-dessus de la moyenne mobile 50? Est-ce qu'il est au-dessus de la moyenne mobile 50, 100, 200, c'est pas mal les plus populaires qui sont plus long terme. Et là, si on regarde des indices, par exemple, comme aujourd'hui, si on regarde par exemple on avait dit le SCP 500, je vais pouvoir vous le dire aujourd'hui, le SCP 500, on est largement au-dessus de la moyenne mobile 200 et n'oublions pas, peut-être vous le savez pas, ça aussi je le dis dans mon cours de swing trading, les moyennes mobiles, c'est des indicateurs pour des points d'entrée. Il y a plein de signaux quand vous faites du trading grâce aux moyennes mobiles. Des croisements. Ma moyenne mobile 100 croise une moyenne mobile 200, puis il se croise sur une bougie verte. C'est un signal d'achat. À l'inverse, s'il se croise sur une bougie rouge, ça peut être un signal de changement de tendance, donc vers un mouvement baissier. Donc les moyennes mobiles, moi j'aime beaucoup les regarder. Là, on est, par exemple pour le S&P 500, on est clairement en tendance haussière. On a seulement perdu depuis son sommet, là aujourd'hui on est le 21 novembre, excusez, on a perdu 4,90%. C'est rien, c'est absolument rien. Alors est-ce que ça va continuer à descendre? Ça, j'en ai aucune idée. Peut-être vous allez pouvoir m'aider, mais moi je ne le sais pas. Il y a quelques semaines, là, c'était au mois d'octobre, 16 octobre, on avait perdu 3,80%. Donc vous voyez, c'est pas si pire. Et l'une des dernières chutes qu'il y a eu, c'était 3,25%, c'était au mois d'août. Donc ça arrive, ça va arriver, ça arrive. Là, bon, on est à 5%. Et il y a aussi Nvidia qui nous a tiré dans le bas, puisque Nvidia est la compagnie qui pèse le plus dans le S&P 500. Donc évidemment, vu que la pondération de Nvidia pèse énormément, quand Nvidia a des mauvais résultats financiers, ça va tirer le marché vers le bas et donc l'indice du S&P 500, l'indice du Nasdaq, puisque Nvidia pèse lourd dedans. On est au-dessus de la moyenne mobile 200, comme je vous ai dit. Nous sommes au niveau de la moyenne mobile 100. La moyenne mobile 100, actuellement, si vous êtes sur YouTube, vous ne pouvez pas le voir non plus puisque c'est juste ma face. Mais si vous voulez aller voir moi j'utilise TradingView. Vous voyez que la moyenne mobile, et je vais vous mettre un screenshot parce que je suis gentil sur YouTube. OK? Donc, vous voyez clairement que la moyenne mobile, elle vient frapper, là, elle va venir frapper et croiser une bougie verte. En tout cas, actuellement, à l'heure qu'il est, 1h10, la bougie verte aujourd'hui, puisqu'on a une journée verte, une journée en hausse, eh bien, on voit que la moyenne mobile 100 va venir la croiser. Et ça, souvent, c'est des gros signaux d'achat. On pourrait la combiner avec la moyenne mobile 50 également, avec la moyenne mobile 200. Là, la moyenne mobile 50, elle est à plat. Donc là, ça peut être un signal de renversement, donc de renversement de tendance, puisque ça fait quand même un bon bout que la moyenne mobile 50 n'a pas été plate. Je vais mettre le screenshot également, comme ça vous allez pouvoir le voir. Je vais vous mettre les deux moyennes mobiles. Donc, à surveiller, c'est des choses comme ça qu'on va surveiller, mais pour le moment, pas de panique. Et même si ça chutait, je vous ai parlé au début d'épisode de DCA LSI, mais il y a aussi quand je reçois une grosse somme d'argent. Ok, j'ai eu un bonus de 10 000, comment je le place? En tendance haussière, on a à peu près 66% de chance, on va dire 65.
de le placer immédiatement et que ce soit beaucoup plus rentable que de l'étaler. L'étaler veut dire quoi? Sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, c'est à vous de décider. On sait qu'en tendance haussière, le plus rapidement tu vas placer ton argent, statistiquement parlant, historiquement parlant, tu vas être gagnant. À l'inverse, j'ai encore eu mon 10 000, mais je suis en tendance baissière, eh bien, je suis mieux statistiquement d'étaler mon 10 000 versus de l'investir tout de suite. Parce que en tendance baissière, il n'y a pas encore eu de retournement, donc ça continue à descendre. Et ça va nous permettre de profiter des prix bas, ça va nous permettre de profiter des rabais. Est-ce que je suis inquiet que la bourse est en train de chuter? Pas du tout. Vraiment, j'ai pas d'émotion, puis c'est dommage. J'ai pas d'émotion parce que j'ai commencé, ça fait quand même plusieurs années, donc j'ai déjà des bons gains qui se sont faits. J'ai aussi un bon montant d'argent, j'ai aussi des entreprises, donc la bourse, pour moi, j'y crois énormément. Mais je ne suis pas, je suis 100% investi. Ma liquidité est 100% dans la bourse. J'ai pas d'immobilier à part la maison, mais je suis pas inquiet parce que c'est le marché qui se comporte comme ça. Est-ce que c'est surévalué? Oui. En ce moment, je sais pas si vous travaillez dans la restauration ou autre, mais les restaurants, c'est ce qui fait. Il y a des pétitions en France parce qu'ils disent que les restos, ça n'a pas de sens, les prix qu'ils chargent pour nous mettre des boîtes de conserve habituellement, que c'est beaucoup trop cher. En plus, avec le type maintenant qu'on paye un pourcentage par-dessus la facture totale, par-dessus les taxes, etc. Beaucoup sont mal à l'aise avec ça. On a un accès au crédit qui est très facile aussi. Donc, il y a une surconsommation et des gens qui dépensent. Par contre, il y a des gens qui sont très wealthy, qui ont énormément d'argent, qui, eux, mettent de l'argent en bourse. Ils laisseront pas la bourse crasher. L'argent, il y a de l'argent dans le monde. Il y a des ultra riches, des super riches, des riches normaux, de la classe moyenne un peu plus élevée qui arrive à investir aussi. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a quelques compagnies, on l'avait vu, les 6, 7, 8 compagnies qui tiennent le marché, le S&P 500. Il y a souvent des mimes avec ça, que Nvidia tient tout ça. Mais Nvidia, il y a quelques années, on n'entendait pas parler. Il y a une vingtaine d'années, à la bubble, la bulle Internet, c'était d'autres entreprises qui soutenaient ça. Et ça a toujours été comme ça, et c'est un cycle. Le S&P 500 est composé majoritairement de compagnies c'est des grandes entreprises, et pour être au top du S&P 500, il faut que la valorisation boursière soit haute. Donc, ce n'est pas des gens qui ont choisi de mettre telle ou telle compagnie en premier, c'est le marché. Plus la compagnie pèse lourd avec en bourse, la valorisation de la compagnie automatiquement va peser le plus dans le S&P 500. Donc, ce n'est pas un humain qui décide de telle ou telle compagnie est en premier. C'est le marché qui décide. C'est combien cette compagnie est valorisée, combien elle pèse en bourse. Je pense qu'elle avait dépassé plusieurs trilliards, Nvidia. Eh bien, donc, sa valorisation pèse plus dans le S&P 500. Donc, il n'y a aucun humain qui vient stager ça. Elle pèse ce poids-là dans la bourse, et c'est comme ça. Si on prend, justement, prenons Nvidia. Avant d'aller voir Nvidia, le S&P 500, quand même, à date, même s'il y a une chute, pour year to date, on est à 11,78%. Donc, on va voir des gros titres que la bourse, ça chute, etc. N'en demeure pas moins qu'on est à 11,78%. C'est au-dessus de la moyenne du S&P 500 depuis les 100 dernières années, qui fait à peu près du 10% année après année. Donc, ça prend des bonnes années, puis ça prend des moins bonnes années, puis ça équilibre la chose, ça fait sortir les mauvais investisseurs, ça fait sortir les impatients. Il y a une purge qui se fait, des gens qui n'investiront plus en bourse, et que ces gens-là vont faire quoi? Dépenser leur argent. Ils vont le dépenser dans quoi? Dans des compagnies que nous, on achète. Donc, automatiquement, la roue tourne. La roue tourne. C'est sûr que plus il y a de monde qui investit, le mieux c'est. Mais quand même, donc le S&P 500, pas dégueulasse. On est quand même rendu, on l'a dit, à un peu plus de 11%. Le Nasdaq, c'est la même chose. Depuis year to date, le Nasdaq, donc 100 entreprises américaines, dont 50% d'entre elles sont en technologie, on est rendu, year to date, depuis janvier, à 13,12% et 14,87% en un an. Donc on est quand même, et pourtant là, le Nasdaq aussi a pas mal chuté depuis son sommet. Aujourd'hui, on est à moins 7,30%. Donc il y a quand même une bonne chute sur le Nasdaq, mais on n'est même pas en mode correction. Correction, c'est 10%, ça arrive statistiquement en 18 mois. Des fois, c'est plus rapproché, des fois, c'est plus éloigné, mais
ça fait partie du jeu. On reprend Nvidia, qui a eu en plus des bons résultats financiers. Et quand je faisais ma formation de swing, à l'époque, on avait des cohortes et je posais la question. Si Amazon sort ses earnings, les résultats financiers, et qu'il y a des super bons résultats, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'action monte, descend ou reste pareil? Et là, les gens étaient comme, c'est sûr qu'elle monte l'action, les résultats sont bons. Fine. Et là, on regardait l'historique et on voyait que Amazon sort Microsoft, pareil, Apple, pareil, ils sortent leurs résultats financiers et les résultats sont très très bons, le prix explose. Résultat financier suivant, le prix est très très bon, une baisse. Et tu te dis, bah oui, c'est pas normal. C'est quoi la réponse de ces investisseurs-là? Et en fait, c'est le marché. Des fois, les gens vont juste sortir, dire, bon, bah, je pense qu'on a fait notre gain. Les grosses institutions qui investissent des milliards, oh, on a fait notre gain, on sort. Nvidia, qui a connu quand même des super bonnes années, ses résultats financiers ont été très bien. Ils ont fait une surprise de 3,22%. Donc, ils avaient prévu, ils avaient estimé des bénéfices et ils ont fait 3% de plus que ce qu'ils avaient estimé. Au niveau du revenu, pareil, 3,8%. Ils avaient estimé 54 milliards et ils ont fait 2 milliards de plus, 2 milliards de plus, 2,09. On devrait se dire, waouh, ça explose. Et ça a explosé. Le lendemain des earnings, qui était mercredi, donc là on est le 21, donc c'était le 19, le lendemain, donc jeudi 20, explosion. La bourse était verte au complet. Puis d'un seul coup, renversement, dans la même journée, j'ai ouvert mon compte au matin, mon CELI hier. J'ai ouvert vers 10h30, j'ai mon screenshot, j'étais à plus 5000. J'étais comme, ah, super bonne journée. Je me connecte le soir, j'étais à moins 4000. Donc vous imaginez, j'ai fait comme $9000 d'écart en une journée. Sur un compte d'environ 300 et quelques, 350 000, peut-être quelque chose comme ça. Et pourtant, la bourse, elle chute. Ce qu'on voit au début, ce qu'on voit pendant la journée, ce qu'on voit pendant nos semaines, c'est du bruit. C'est le fun à regarder, c'est le fun à suivre, c'est intéressant, mais ça reste du bruit. Rien de plus. Si vous êtes sérieux dans votre investissement, si vous êtes sérieux pour vous construire une liberté financière grâce à la bourse, ça ne devrait pas vous inciter à acheter, vendre, mettre plus, mettre moins, changer votre portefeuille, etc. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'extrêmement grave qui arrive. Nvidia, depuis qu'il y a eu des bons résultats, depuis le début de l'année, year to date, on est à 31,60%. On a plus du double, quasiment le triple du S&P 500. Donc ça va quand même très très bien. Oui, là ils ont perdu depuis leur sommet, pas énormément, hein. Depuis leur sommet, on a aujourd'hui, là, moins 15%. À peu près moins 16. Est-ce que c'est dramatique? Mais non, parce que les upswing, donc les montées et les descentes de Nvidia, c'est une compagnie tech qui est en premier plan. C'est la première compagnie qui compose le S&P 500 et le Nasdaq. Donc évidemment, c'est des compagnies qui vont prendre plusieurs pourcents et qui vont en perdre plusieurs pourcents chaque jour et chaque jour et chaque jour. Donc en quelques mois, quelques semaines, ça peut varier beaucoup. Est-ce que c'est un pilier? Oui. Est-ce qu'il y a encore là? Oui. Ils ont vécu d'autres petites crises quand la fois passée, justement, il y avait DeepSeek qui était sorti. Les gens avaient un peu capoté et du sommet jusqu'au plus bas, ce qui nous avait amené là, au mois d'avril 2025, on avait perdu plus de 43%. Puis c'est remonté depuis ce temps-là. Depuis le fameux creux qu'ils ont eu en avril, donc le mot que je viens de vous dire, on a repris 106% depuis avril. Donc vous voyez, il y a des creux, il y a des montées, c'est normal. Leurs prochains earnings sont aux alentours du mois de février, donc date estimée au mois de février, 12 février, mais la fin de la période est fin janvier, bien entendu. Donc, la bourse se porte bien, on a fait des bons résultats, l'année va bien. Qu'en sera-t-il de l'année prochaine? On devrait finir à une année positive. Il nous reste encore un mois et une semaine, mais on devrait finir à une année positive. Moi, ce que je vous dirais, c'est que si vous voulez timer le marché, si vous voulez essayer de faire des moves, faites-le avec un petit pourcentage de votre portefeuille. Puis comme je disais sur l'autre podcast juste avant, l'important, c'est de se créer des fonds, créer un fonds dans des fonds. Donc, un fonds monétaire dans des fonds négociés en bourse qui va juste se mettre, on le sait, hein, ils sont réorganisés, rebalancés automatiquement, ces fonds-là, aux 3 mois, aux 6 mois ou annuellement. Laissez votre argent là, laissez votre argent dormir, et à un moment donné, quand vous avez un 50 000, un 100 000 de placé, vous pouvez dire, moi je vais prendre un 5% de mon portefeuille et je m'amuse.
je vais essayer de faire de l'achat-vent. Sinon, sur TradingView, vous pouvez vous créer un compte fictif avec du faux argent et trader. Essayez de voir vos moves pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, quelques mois. Sur Investopedia, pareil, vous pouvez vous créer un faux compte avec de l'argent qui suit la bourse pour vrai et voir vos moves. Ça peut être quelque chose qui est fait. Mais c'est pas parce que vous réussissez une fois que vous allez réussir 2 fois et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on investit? Moi, je suis en train de me dire que cet argent-là, oui, je peux bien timer, mais si vous avez seulement, sans vouloir offenser personne, seulement quelques milliers de dollars et que vous avez 25, 30, 35, 40 ans, que votre retraite est dans 25 ans, est-ce que vraiment le travail en amont que vous allez faire, les recherches pour peut-être timer la bourse, est-ce que dans 25 ans, ça va valoir la peine? Ou de se dire: «Eh, tu sais quoi, moi, j'ai choisi mon portefeuille», moi, vous l'avez vu plusieurs fois. J'ai du Meta, j'ai du Amazon, j'ai un petit peu de Bitcoin, j'ai du S&P 500, j'ai du Nasdaq, j'ai les 6 banques canadiennes, j'ai du XFN également, secteur financier. Puis des gros indices, hein, beaucoup d'indices, surtout, majoritairement. Moi, j'ai choisi d'être là-dedans. Puis présentement, j'ai pas le temps d'aller timer, et cetera. Donc pour l'instant, c'est là. Si vous voulez le faire, il y a pas de problème. Mais soyez conscient que historiquement parlant, dès que j'ai de l'argent, je devrais l'investir et de garder de la liquidité dans votre compte pour dire que: «Ah oui, mais un jour ça va chuter». Moi, je vous pose la question, puis j'espère que vous avez la réponse. C'est quand la chute? Est-ce que c'est quand le marché va être à 5 de moins que le sommet? Est-ce que c'est quand le marché va être à 10 de moins que le sommet, c'est là que vous allez investir? Puis je rentre là à moins 10. Est-ce que je mets toute ma liquidité d'un coup? Ou est-ce que ça va continuer à descendre à moins 15, moins 20, moins 30? Donc est-ce que je le sépare? Si je le sépare, sur combien de temps? Si vous laissez l'émotion rentrer en investissement, tout le monde le dit. C'est pas moi, Simon. Tout le monde sait, tout le monde le dit, c'est documenté que l'émotion en investissement, c'est la pire chose que vous pouvez faire. La fausse intuition, c'est terrible. Donc, si vous avez un plan puis qui est écrit, voici moi ce qui va se passer quand le S&P 500 va chuter à X points, qui va avoir perdu 10-15% de sa valeur. Quand le PE ratio, on a déjà vu le PE ratio, c'est le Price Earning Ratio, c'est que si c'est en dessous de 15, c'est sous-évalué, 15 à 25, c'est évalué à sa juste valeur, et 25 et plus, c'est surévalué. Mais tant que le S&P 500, je pense qu'il y a le PE ratio, il est haut depuis plusieurs années. Je n'ai pas les chiffres avec moi actuellement, mais il y a une moyenne là, de l'indice du PE ratio du S&P 500. Eh bien, ok, bah là, il est par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, il est à 35. Bon, bah si quand il arrive à 30, j'achète. Ok, parfait. Mais documentez-le. Là, ils disent qu'actuellement, là, je sais pas si c'est entre 25 à 30,13. Donc, normalement, ce serait censé être trop haut, mais il y a plein d'autres compagnies qui sont bien plus hautes que ça, comme du Tesla, du Amazon, du Nvidia, etc. Et qui pourtant, les gens continuent à l'acheter. On va retourner si vous souhaitez, on va aller voir le PE ratio de Nvidia. Ça aussi, c'est un indicateur, mais ça ne veut pas dire je dois prendre ça pour du cash parce que le PE ratio il est à ce prix-là. Donc là, le PE ratio de Nvidia, donc il sera à 46,20 actuellement. Puis si on prend des compagnies, par exemple Amazon, je pense que l'un des plus, à un moment donné, c'était Tesla. PE ratio de Amazon, 31,46. Et puis, on va regarder Tesla pour le plaisir. Puis on pourrait même regarder Palantir pour ceux qui connaissent. Tesla a beaucoup baissé aussi, donc ça fait baisser le PE ratio. Le PE ratio de Tesla, 269 et 94. Ça vous donne une bonne idée de la surévaluation techniquement du prix de Tesla. Sauf que il y a Elon Musk en arrière, il y a tout ça qui vient ajouter que moi, personnellement, je vous l'ai déjà dit, je trouve qu'un sac Louis Vuitton ou je sais pas c'est quoi les nouvelles marques ou une Rolex c'est surévalué. Il y en a qui vont me dire ah non parce que regarde elles donnent l'heure différent. Bah ok, fine. Si pour vous ça vaut le prix, ça vaut 100 000, bah ça vaut 100 000. Oui mais je peux la revendre 100 000. Parfait, revends-la 100 000. C'est à un moment donné, c'est qu'est-ce que nous on accorde comme prix, comme valeur à ces actifs-là. Donc pour résumer, vous avez le DCE, le LSI, Dollar Cost Averaging, LSI Lump Sum Investing, que vous pouvez aussi
Moi, je vous conseille de faire du DCA. Donc, dès que vous avez votre paye, j'en mets, j'en mets, j'en mets. Vous allez profiter donc à chaque paye du marché. Est-ce qu'il est haut? Parfait, j'ai de l'argent, c'est cool, j'achète. Est-ce qu'il est bas? J'équilibre mon coût moyen. Quand il est haut, j'achète, je fais des dividendes en plus. Quand les dividendes tombent, vu que c'est un pourcentage du prix actuel, je fais plus d'argent. Quand il est moindre, mes dividendes vont être moins élevés. C'est pas grave, je vais pouvoir en acheter plus. Donc, il y a du bon dans tout. Moi, j'ai choisi ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, mais c'est ce qui est documenté, qui marche le mieux, qui fonctionne le mieux, qui enlève le stress. Parce qu'en bout de ligne, la bourse est censée être passif et c'est censé être de travailler le moins possible et l'argent est censé être un synonyme de bonheur, de liberté et de choix, de dormir la tête tranquille surtout. Donc c'est ce que je vous souhaite et voilà, c'est tout pour moi. J'ai hâte de revoir ça, je vais continuer à suivre et documenter un petit peu cette chute-là, en tout cas cette petite bosse dans le marché. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Facebook, Instagram et autres. Consultations si vous voulez, des programmes en ligne également. Et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.